père fondateur de la France insoumise. Il plaide pour une 6e République. Nous accueillons Jean-Luc Mélenchon. Alors, comment on s'y prend? D'abord, bonjour, merci de me recevoir. Je voudrais remercier le président de l'Union des maires pour la démarche spectaculaire qu'il a fait au moment des parrainages avec une marque d'ouverture d'esprit qui fait honneur à l'association. J'espère que les leçons en seront tirées pour l'avenir. Aucun d'entre nous n'a jamais réclamé un tel privilège. Il a été attribué aux élus dans les circonstances historiques dont vous vous souvenez sans doute. Et puis, pour finir, je suis parfaitement capable de comprendre toutes les difficultés que soulève la méthode du parrainage, qui est souvent assimilée à du soutien. Et compte tenu de la difficulté que nous avons déjà à rassembler des équipes communales, à faire en sorte qu'on puisse bénéficier d'une autorité qui repose sur une certaine relaxation des rapports politiques entre deux élections municipales, je comprends que ce soit difficile. Cependant, c'est comme ça. Et je ne peux cacher une certaine amertume à avoir dû perdre tant de temps à collecter des parrainages plutôt qu'à faire campagne. Et pour l'avenir, vous savez, j'ai déposé une proposition de loi qui est qu'on puisse faire un parrainage républicain et citoyen. Voilà, comme ça la question serait réglée. Alors, après ces remerciements, j'en viens à l'objet de notre rencontre. Je m'avance marchant sur des œufs, avec le sentiment d'être peut-être perçu comme un personnage iconoclaste. 18 années de présence dans un conseil municipal et dans un conseil départemental, 2 fois président de groupe, m'ont habitué, ou en tout cas initié, aux subtilités qui sont les nôtres à ces échelons de la démocratie française. Mais je suis de tradition jacobine et je le reste. Malheureusement, le jacobinisme est souvent confondu avec le bonapartisme, avec lequel il n'a rien à voir. Imaginez-vous que la Constitution de 1793 prévoyait qu'une loi ne s'appliquerait pas si le tiers des départements n'en voulait pas. Imaginez qu'on propose une chose comme ça aujourd'hui. On n'appellerait pas ça du jacobinisme, on l'appellerait autrement. Je ne sais pas comment, ça serait une idée assez étrange, peut-être faut-il la proposer. Mais ce qui me frappe avant toute chose, c'est que je ne participe pas du tout de la mentalité qui oppose les échelons de gestion, les compare, imagine leur complémentarité, etc., etc. Tout ce vocabulaire fait fi de l'esprit initial révolutionnaire de 1789. Le sujet est comment s'exprime le souverain, et il le fait à travers une série d'instruments qui ne sont ni complémentaires ni opposés, c'est la même chose, c'est un seul et même processus qui doit lier le niveau communal, l'État et le département. À ce sujet, la France a tellement évolué que peut-être nous n'en sommes même plus conscients. Que de changements. D'ailleurs, l'État unitaire existe-t-il encore? Quand je le demande, on est souvent surpris, mais enfin quoi? Un État unitaire qui comporte un gouvernement territorial de la Polynésie française, un congrès du territoire en Calédonie française, une seule assemblée régionale en Guyane et en Martinique, 2 à la Guadeloupe, une structure différente en Corse qui sans doute devra encore évoluer. Par conséquent, c'est une fiction que l'État unitaire tel que nous l'imaginons. Peut-être vaudrait-il mieux en prendre définitivement acte et se demander comment, dans cette situation, on pourrait construire une adéquation des structures à l'esprit qui dorénavant préside. La République française est une république fédératrice aujourd'hui. Je n'ai pas dit fédérale, ni fédérative, fédératrice, c'est-à-dire que son objet est de rapprocher les conditions sociales et de développement économique des différents territoires et populations qui le composent. Alors admettons que c'est l'effort fédérateur qui nous anime et dont nous sommes tous partie prenante. À partir de là, les approbations et désapprobations à l'égard des nouveautés se distribuent différemment. En attendant, dans mon esprit, et autant être direct, la commune est la réalité démocratique fondamentale de la nation française. Non seulement en tant que république née en 1789, mais sur le long cycle de l'histoire. C'est la grande différence. Quelle est la grande différence culturelle qui coupe l'Europe en deux? Il y a avant les limes de l'Empire romain et après.
La cité d'un côté, la horde de l'autre. La horde n'inclut pas ou l'attribue de notions péjoratives dans mon esprit. Mais ce sont deux logiques complètement différentes qui vont donner à un endroit le droit du sol, à l'autre le droit du sang, etc., etc. La commune, donc, en France, n'était pas partout. Et la France partagée entre le territoire latin d'occupation romaine et le territoire celte. C'est donc les rois qui se sont appuyés sur la naissance des villes pour construire leur autorité fédérale à l'époque. Et c'est ainsi que la ville est devenue, et la cité est devenue, le cœur battant de la réalité de l'identité nationale des Français, la structure de base. On ne peut pas passer à côté d'un process millénaire. Les libertés dans notre pays, le droit de vote, le vote lui-même, les majorités, les minorités, tout cela est né dans la commune. Et par conséquent, le processus néolibéral qui, lui, vise à éteindre les mécanismes de régulation citoyenne s'en prend d'abord à la commune, parce que c'est la source numéro 1 de la réalité démocratique. Voilà ma vision des choses. Je sais bien que tout le monde ne la partage pas, mais en tout cas, je voudrais vous montrer qu'elle est construite autour d'une vision historique. Et ensuite, elle est construite autour d'un projet. Dans mon esprit, le vieil antagonisme population-territoire qui a donné lieu à la Chambre des communes, la Chambre des lords, le Sénat en France qui peine, j'ai été sénateur assez longtemps pour m'en souvenir, à rappeler que sa légitimité est celle des collectivités locales, eh bien, elles se dissolvent à notre époque dans la double question, d'une part, de l'émergence d'une démocratie citoyenne complète, et d'autre part, de la planification écologique qui permet de mettre la gestion des territoires au service d'une certaine vision de l'harmonie des êtres humains avec la nature. C'est dans cet état d'esprit que j'imagine la commune comme le goutte à goutte de la planification, le lieu d'où remontent les préoccupations, l'identification des problèmes, leur soumission à délibération collective et où s'opère le goutte à goutte de la redistribution des 200 milliards d'investissements écologiques qu'envisage mon plan sur la durée d'un quinquennat. Ce ne peut être autrement. Alors, que font les départements? Les départements ont un autre niveau d'organisation. Eux aussi sont le résultat d'une décision révolutionnaire qui correspondait à peu près à la surface du diocèse, mais qui ne voulait pas les mettre sous l'autorité des cléricaux et donc a essayé d'inventer une autre structure, parfois en brutalisant certaines frontières qui avaient d'anciennes racines culturelles. Mais c'est comme ça que ça s'est fait, et surtout ça a défini un étalon de mesure de la proximité du rapport au pouvoir. Il fallait que ce soit à une journée de distance suffisante à l'époque de proximité. Aujourd'hui, nous dirions à 30 minutes de tout citoyen, citoyenne dans le pays. Et ce pourrait être la surface, l'idée que c'est dans ces conditions qu'on accède au département, et le département est l'organisateur des grands services publics, de leur répartition sur le territoire. Arrive le niveau régional, dont la légitimité est plus qu'incertaine. Elle est même tellement confuse que les premières découpes étant intervenues en 1955, si mes souvenirs sont bons, avant d'être fixées aux alentours des années 72, eh bien, à intervalles réguliers, on a pourvu les régions d'attribution. Pourquoi celle-ci plutôt que celle-là? Peut-être parce qu'elle restait. Quelles étaient au juste la légitimité de ces répartitions? On n'en sait rien. Et je ne les trouve pas performantes. La dernière organisation des régions a été une catastrophe parce que du peu qu'on s'était habitué à celle qui existait, qui était une sorte de mariage, finalement, avec le temps, sur 2 générations, plutôt réussi entre les cartes culturelles d'ancien régime, les circulations plus modernes, bref. Moi qui suis un adoptif de la Franche-Comté, je ne vais pas vous dire que la Franche-Comté n'a pas de réalité, ni que la Bourgogne n'en est pas une aux yeux des Francs-Comtois, ni que PACA n'ait pas de sens. Mais enfin, le reste, souvent, non. Et je ne ferai même pas l'effort d'y croire. Je pense qu'il s'agit de déterminer clairement un cap. Pour ma part, je ne suis pas d'accord avec le schéma ambivalent, l'espérance sournoise de démembrer la France en faisant une addition de Länder, comme si le Länder était le modèle de la bonne organisation du territoire, ce que je ne crois pas un seul instant. Cela correspond à la vieille histoire allemande,
Et ces Länder ont des tailles tellement différentes que leur signification démocratique n'est pas la même. J'achève donc en vous disant que dans mon esprit, les régions doivent avoir pour base une réalité écologique et géographique, c'est-à-dire les bassins versants. Et alors vous voyez une manière d'emboîter les différents échelons, car si les régions, 24 bassins versants dans notre pays, 22 régions avant, en même temps elles s'articulent avec des départements dont les 3/4 portent le nom d'une rivière parce qu'ils sont organisés autour d'une rivière. Voilà ma vision de l'organisation du territoire et mon hostilité à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, visent au démembrement de l'unité de la nation. Merci.